a dû affronter des problèmes historiques cumulés. Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales, alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête, avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine? Un gouvernement tous les 8 mois, une instabilité ministérielle, une image déplorable de la France, fait que c'est pas défendable. Face à la quatrième instable et capricieuse, le général joue la carte maîtresse de la durée et de la continuité. Un changement majeur qui permettra à la France, assure-t-il, de peser davantage. De Gaulle pense surtout aux alliés américains, qui ont profité, selon lui, de la faiblesse de la quatrième pour tenir le pays en laisse. Il a depuis longtemps des idées très précises sur les institutions qui rendront son indépendance et sa grandeur à la France. Il y avait une base constitutionnelle politique connue, c'est tous les discours que De Gaulle a fait, en particulier le fameux discours de Bayeux, où il annonçait un programme institutionnel, constitutionnel très clair. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Les gaullistes, depuis le discours de Bayeux, puis le discours d'Épinal, disent fondamentalement, si vous voulez que la France soit dirigée, il faut changer les institutions, donner au gouvernement la possibilité d'agir et de ne pas être sans arrêt sous la domination du Parlement qui est là pour voter la loi. Fin août, le texte officiel est approuvé par le Conseil d'État. Et le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, Charles de Gaulle présente officiellement aux Français la Constitution qu'il va leur proposer d'adopter par référendum le 28 septembre prochain. Le général, qui connaît la valeur des symboles, a soigné les détails. Cette scène a lieu d'abord un 4 septembre, la Troisième République, enfin la République sur les ruines du Second Empire avait été proclamée le 4 septembre 1870, donc déjà date chargée de signification historique et lieu chargé de signification historique, puisqu'il s'agit de la place de la République, et également tout le, j'allais dire presque le cérémonial est lui aussi chargé de symboles, puisqu'il y a un grand V qui est à la fois le V de la victoire, qui rappelle le rôle historique du général de Gaulle, le chef de la France libre en majesté, mais aussi le V qui est le 5 en romain, en quelque sorte, de la Ve République. André Malraux, ministre de l'Information du gouvernement, a pour mission de chauffer la salle. Ici Paris, honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle. De Gaulle sent que le pays est avec lui, mais il a cœur de se défendre contre les accusations de dictature. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge. Derrière lui, dans la tribune d'honneur, à côté des gaullistes historiques comme Michel Debré, les ralliés comme Houphouët-Boigny ou Guy Mollet sont les témoins de son ouverture républicaine. Sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui.
quelqu'un, si j'ose dire, mais quelqu'un collectif qui est posé en arbitre de tout ça, c'est l'opinion. Car la procédure choisie, il faut le rappeler, c'est le référendum. Et donc, si vous voulez, le 4 septembre, on montre au peuple français, en quelque sorte, on évoque le texte, mais on lui signifie qu'il sera l'arbitre. La campagne du 28 septembre peut enfin commencer. Le pouvoir ne lésine pas sur la mobilisation des Français, car le général a fait de la participation un enjeu majeur. L'objectif, c'est un oui franc et massif qui donnera au nouveau régime sa légitimité. Tous les grands partis organisés, de gauche, de droite et du centre, appellent à voter oui au texte constitutionnel. Il faut bien voir que le oui s'explique aussi en 1958 par le fait que le général de Gaulle a eu l'habileté, dans son gouvernement, de donner l'impression de l'union nationale. À part les communistes et à part les survivants du mouvement Poujade, tout le monde y est. Face à ce rouleau compresseur, les défenseurs du non partent en ordre dispersé. Le Parti communiste français jette toutes ses forces, ses milliers de militants unanimes et déterminés dans la bataille pour le non, mais il reste infréquentable. Car pour l'Union des forces démocratiques de Mendès et Mitterrand, se rapprocher du parti, totalement inféodé à Moscou, ce serait trahir le grand allié américain et donner un argument supplémentaire aux gaullistes. Car dans une grande partie de l'opinion, le non à De Gaulle est identifié aux communistes. Il le monopolise. La gauche non communiste a du mal à se faire entendre. Ses leaders n'ont pas d'appareil, peu de militants, et leur qualité intellectuelle ne compense pas cette faiblesse. François Mitterrand, par exemple, qui a 42 ans, s'est d'emblée posé comme un opposant farouche. Mais il n'a presque personne derrière lui. Et la gauche non communiste, anticoloniale, lui reproche d'avoir couvert comme ministre les condamnations à mort prononcées par les tribunaux d'Alger et l'usage de la torture par les militaires. Alors, moi, en 1958, je ne connaissais pas du tout Mitterrand. Je ne connaissais pas Mitterrand. Il a été ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Guy Mollet. Il n'avait pas très bonne réputation. Cette gauche d'inspiration humaniste lui préfère très nettement Pierre Mendès France, qui n'a pas non plus de force organisée derrière lui, mais dont l'audience est incomparable, et qui conteste De Gaulle et sa constitution sans faiblir. Mais moi, vous savez, je fais partie d'une génération qui a connu Mendès France et le gouvernement Mendès France comme une espérance incroyable. En 1954, quand il devient président du Conseil, il dit « Je vais régler l'affaire d'Indochine en tant de semaines ». Il l'a fait. Donc son prestige était fantastique. Bonjour mesdames. Mendès et Mitterrand négligent de participer à la campagne télévisée, une première en France. Ce sont des personnalités beaucoup moins connues qui parleront pour eux. De la Constitution elle-même, je vous dirai peu de choses. C'est une Constitution autoritaire qui permet au président de la République de prendre la plus grande partie du pouvoir, de dissoudre l'Assemblée comme il le veut, de la court-circuiter par un nouveau référendum plébiscitaire, ou même de prendre la totalité du pouvoir législatif en invoquant des menaces contre les institutions. Cela, ce n'est pas une constitution républicaine, c'est une constitution bonapartiste. Claude Bourdet fut résistant de la première heure, déporté, compagnon de la Libération. C'est un militant anticolonial de conviction. Je vous dis, votez non, n'hésitez pas un instant. Moi, j'ai voté non. Mais j'ai voté non contre la Constitution, pas contre De Gaulle. J'étais assez content que De Gaulle vienne au pouvoir. Pourquoi? Parce que pour moi, De Gaulle, ça évoquait la résistance. Mais les institutions étaient des institutions que je jugeais antidémocratiques. L'état d'esprit anti-parlementaire qui domine est un état d'esprit antidémocratique. Moi, je pense fondamentalement que seuls les pays dans lesquels le Parlement joue un rôle important, constant et invariable sont des démocraties. Les États-Unis, l'élément de résistance à des fous comme Trump, c'est quand même le Congrès. Le fondement de la démocratie, c'est un Parlement qui discute et qui a des pouvoirs. Quand le Parlement ne peut plus discuter, puisqu'on peut le supprimer par ordonnance, etc., et n'a pas de pouvoir puisqu'on peut le forcer à adopter son vote, la démocratie est diminuée. Elle n'est pas abolie, elle est diminuée. Ce qui est très caractéristique pendant cette période, c'est que
le paysage politique éclate. Chez les socialistes, vous avez naturellement Mitterrand qui est contre. Il veut apparaître comme l'opposant à De Gaulle. Mendès, dont on ne comprend pas très bien la position, puisque lui a écrit un livre pour condamner déjà le fonctionnement des institutions de la IVe République. À droite, on voit des gens comme Poujade qui sont violemment contre De Gaulle. Et donc, 58, c'est l'éclatement du paysage politique. Ils ne vont pas faire, ces opposants, la moindre proposition pour modifier le projet constitutionnel du général de Gaulle. Cette absence de plan B, de texte alternatif à celui des gaullistes, est le handicap majeur des partisans du non. Ils donnent le sentiment de défendre vaille que vaille la IVe République que personne ne regrette. Leur campagne est la chronique d'un combat perdu d'avance. Paris, qui s'était levé tôt pour aller voter. Le président René Coty était venu à pied faire son devoir. Le général de Gaulle était lui aussi redevenu simple citoyen. Fernandel s'enfermait dans le secret à Marseille et Yves Montand votait par correspondance à Lyon. Tandis qu'à Louviers, M. Mendès France faisait son choix. Ceux qui ont voté non comme moi, pour la plupart, ne pensaient pas que le non allait l'emporter. L'ambiance de la France de septembre 58, c'est pas l'ambiance d'une France qui se révolte contre De Gaulle ou contre son projet constitutionnel. Le résultat du vote dépasse toutes les espérances des gaullistes. Le oui frôle d'un cheveu les 80%. Eh bien, nous revoici en effet dans ce studio où nous avons passé une partie de la nuit. Mais nous sommes en mesure maintenant de vous donner les résultats définitifs pour la métropole. Eh bien, à cette heure-ci, le pourcentage des oui s'établit, vous le voyez, à 79,25% et celui des non à 20,75%. On aurait pu attendre un résultat beaucoup plus serré. Or, non seulement ce résultat n'est pas serré, mais il est sans appel, puisque près de 80%, exactement 79,2% des exprimés, se prononcent en faveur du oui lors du référendum du 28 septembre. Mais de surcroît, 85% des Françaises et Français ont été votés. Ce qui est intéressant, c'est que ce vote du 28 septembre, non seulement donne la légalité, puisque les formes de dévolution du nouveau pouvoir sont respectées, mais donne aussi une légitimité d'emblée. Et donc vous voyez que ce oui et ce non vont plus loin, en quelque sorte, que le simple résultat d'un référendum. Elle consacre d'entrée, il y a une forme d'onction démocratique face aux institutions de la Ve République. La nouvelle constitution est scellée le 4 octobre. Debré et les gaullistes triomphent, au grand désespoir de la gauche du non, sortie KO du référendum. Et elle a peu de temps pour penser ses blessures. Dans 2 mois, auront lieu les élections législatives, de laquelle sortira la première Assemblée nationale du nouveau régime. À côté des grands partis qui se sont ralliés au général, les gaullistes créent à cette occasion un nouveau parti, rien qu'à eux, l'UNR, Union pour la Nouvelle République. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français, d'une certaine façon, vont rester logiques par rapport à leur vote de la fin du mois de septembre, puisqu'un certain nombre de partis, enfin, les partis ou les hommes politiques qui avaient appelé à voter non, vont le payer très cher électoralement. Contre, M. Mendès France, à Louviers, est battu. Dans la Nièvre, M. Mitterrand faisait partie des 338 députés sortants non réélus. Autre perdant, Jacques Duclos à Montreuil et le Parti communiste qui n'a que 10 élus. L'exemple le plus concret, c'est le Parti communiste français. Il n'a plus que 10 députés. Lui qui avait toujours eu un groupe parlementaire supérieur à 100, se retrouve avec 10 fois moins. Il est totalement laminé sur le moment. Je dis bien sur le moment parce que les cultures politiques ne meurent pas par décret, ni même au moment d'une fracture comme celle de 58. Et ce qui est intéressant, c'est que le Parti communiste, par la suite, va renaître très rapidement et il redeviendra, en tout cas pour les années 60, l'adversaire
principal du général de Gaulle. Mais il y a un quatrième round. Et c'est celui qui est passionnant, c'est celui de l'élection du général de Gaulle comme président de la République. Il reste en effet une dernière étape à franchir pour que le triomphe de Charles de Gaulle soit complet, qu'il soit élu président de la République. L'élection présidentielle aura lieu à la fin du mois de décembre 1958. Et pour cette première sous la Ve République, le suffrage ne sera ni universel ni direct. Le général va se faire élire par un collège électoral de 80 000 grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux d'une France encore très rurale. Le 29 décembre 1958, 80% de ces grands électeurs accordent leur suffrage à Charles de Gaulle, qui devient donc le premier président de la Ve République. Avant tout, Françaises, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême dans toute l'étendue qu'il comporte désormais et suivant l'esprit nouveau qui me l'a fait attribuer. Maintenant, Charles de Gaulle est vraiment dans la place. Le changement dans la conduite des affaires politiques est spectaculaire. L'Élysée devient le centre du pouvoir au détriment du Palais Bourbon. Les gouvernements nommés par le général mettent en musique les orientations qu'il décide. Pourtant, à l'usage, les critiques contre le pouvoir personnel du général, formulées par les opposants à la Constitution, s'avèrent pertinentes. Partout. Et sur tous les sujets, de Gaulle impulse, décide ou tranche. Le Parlement est réduit au rôle de chambre d'enregistrement. Pour les grands partis qui s'étaient ralliés à lui, le réveil est douloureux. L'un après l'autre, les états-majors socialistes, radicaux, démocrates chrétiens rappellent leurs ministres et quittent le navire gaulliste. La majorité parlementaire se restreint aux gaullistes purs et durs de l'UNR et à la droite républicaine. Cependant, l'opinion semble ravie et elle a tendance à attribuer les belles années d'expansion que vit le pays à l'action du gouvernement nommé par le général. C'est l'époque où Louis Joxe est ministre de Gaulle alors que son fils Pierre, tout juste sorti de l'ENA, travaille au commissariat du plan. On avait des discussions extraordinaires. Combien on attribue au développement des équipements collectifs? Combien à la consommation des ménages? Combien aux régimes sociaux? Donc attribuer à une république ou à un régime ce qui s'est passé à l'époque, c'est totalement faux. La France était sur la continuation du mouvement de reconstruction, de développement, etc., de remise au travail, de repopulation avec le baby-boom. Et la France a été dans une période de prospérité. Quand on dit les 30 Glorieuses, elles se répandent entre la 4e République et la 5e, d'une façon qui n'a absolument rien à voir avec les institutions. Donc c'était des gouvernements très compétents, volontaristes, mais qui pouvaient être volontaristes, mais qui avaient 5% de taux de croissance les mauvaises années. Vous comprenez? Quand les Bretons ont fait péter le pylône de télévision en Bretagne, mon père m'a raconté ça, et moi je l'ai vécu parce que je travaillais au plan. De Gaulle a dit au Conseil des ministres, « Ouais, les Bretons sont des cons, mais c'est un bon Français. Ils m'ont tous rejoint à Londres. Ils se révoltent parce qu'ils sont pauvres. Quand ils seront pauvres, quand ils seront riches, ils se révolteront plus. Alors, notez, il a dicté au gouvernement le plan routier breton, qui a été fait. Moi, j'ai participé à faire le plan routier breton. Il a dit, à Rennes, il n'y a pas d'industrie. Mettez-moi de l'industrie. Hop, on a mis Citroën. À Brest, il n'y a pas d'industrie. Hop, mettez-moi de l'industrie. On a mis les ordinateurs. Et on a Lannion, le téléphone. On a industrialisé la Bretagne. Et les coopératives agricoles ont été inondées de crédits. Entre les années 60 et 70, la Bretagne a bénéficié d'une masse d'interventions publiques organisées, systématiques, suivies. Et aujourd'hui, la Bretagne est une des régions les plus prospères, les plus équilibrées de France, en partie à cause de cette action politique d'État, étatique. Et ça, c'est vrai, ça a été la période bénie de Gaulle. Mais jusqu'en 1962, la tâche principale de Charles de Gaulle, c'est le règlement de l'affaire algérienne. En mars 1962, par les accords d'Évian, l'Algérie devient indépendante. Le million d'Européens qui y vivaient regagnent la métropole. Les partisans de l'Algérie française
qui avaient mis tous leurs espoirs dans le retour au pouvoir du général, ont le sentiment d'une trahison. Les plus irréductibles, regroupés au sein de l'OAS, se lancent dans une campagne d'attentats qui se conclut le 22 août 1962 par une tentative d'assassinat sur le général, mitraillé dans sa voiture officielle du côté de Clamart et qui en réchappe de peu. De Gaulle profite de l'émotion suscitée pour relancer un vieux projet qui lui tenait à cœur. Les attentats qui ont été perpétrés et ceux qui sont préparés font voir que ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de la guerre et bientôt dans la catastrophe. Je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel. Alors, loger 11 balles au fusil mitrailleur dans une bagnole, c'est à la portée de n'importe qui un peu entraîné. Mais c'est quand même quelqu'un d'entraîné. C'est pas comme tirer un perdreau qui vole comme ça. Hein. C'est bon. Miraculé. De Gaulle était miraculé. Donc quand on est miraculé, c'était presque comme Saint-Louis, quoi, tout d'un coup. Et quand il dit, alors qu'il mijotait cette idée depuis longtemps, je le sais par ailleurs, j'en ai pas caché ça. Quand il dit, ah, c'est trop grave, il peut arriver n'importe quoi. Quel rapport entre le risque d'un assassinat politique et le risque d'une transformation politique incroyable qui consiste à donner à un président déjà très puissant l'onction supplémentaire et suprême d'être élu directement. Quel rapport entre les deux? Aucun. Très probablement, le général de Gaulle, dans ses tractations de juin 58, au moment où s'élabore la Constitution, aurait souhaité, dès ce moment-là, qu'il y ait l'élection du président de la République au suffrage universel. Et là, il y a des blocages. D'une part, parce que les hommes politiques comme Guy Mollet et d'autres n'auraient pas accepté jusque-là. Et donc le général de Gaulle, qui est en même temps un fin politique, le comprend. Je ne dis pas qu'il en fait son deuil, mais en tout cas, sur le moment, il suspend son projet. Il y a eu des discussions. Le général avait posé la question à mon père, et finalement, ils l'ont écarté pour plusieurs raisons. D'abord parce que le général de Gaulle considérait que, compte tenu de son rendez-vous avec l'histoire de la France, et l'histoire de la guerre et de la résistance, il n'avait pas besoin de cela pour bénéficier d'une grande autorité et d'une grande légitimité, premièrement. Deuxièmement, qu'on n'allait pas donner un argument en plus aux Mitterrand, Mendès et autres personnages qui parlaient du pouvoir personnel. Et enfin, il y avait le souvenir de l'histoire de France. En 1848, le président de la Seconde République est élu au suffrage universel, uniquement des hommes. Et on va élire Louis-Napoléon Bonaparte, et Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État le 2 décembre 1851 et créer le Second Empire. Michel Debré avait défendu le projet de constitution de la Ve République en disant que c'était un parlementarisme rationalisé. C'était fait pour atténuer les craintes des défenseurs que nous étions de la thèse de la dictature et du pouvoir personnel. Bon, à partir du moment où on fait passer l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, on ouvre la possibilité d'abord, ça renforce notre argumentation sur le caractère personnel et la menace dictatoriale portée par le président de la République. C'était pas l'élection de De Gaulle, qui avait à l'époque déjà 65 ou 70 ans. C'était l'élection de De Gaulle, puis d'autres. Quels autres? Personne ne peut le dire. Et ça, c'était un grand danger pour la démocratie. Pourquoi? Parce que les pouvoirs donnés à quelqu'un par un système constitutionnel et accrus, renforcés par le mode d'élection qui est élu au suffrage direct, ça crée un déséquilibre. Dans l'esprit de l'époque, c'est impensable dans la culture parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un homme qui deviendrait, au pire, un homme providentiel, avec ce que ça suppose de mauvais pour un parlementaire, et de toute façon, quelqu'un dont la légitimité serait supérieure à la leur. Ça change psychologiquement tout. Et quand on est élu député sur son propre nom, on est fier, on est content, on est même orgueilleux. Si on est élu président de la République sur son propre nom, on n'est plus le même. Moi, je les ai connus avant d'être président et après.
Pourquoi ils sont plus le même? Parce que tout d'un coup, ils sont dans une situation extraordinaire. Un député n'est pas dans une situation extraordinaire. Seul, il ne peut rien. S'il n'est pas dans une majorité, si, il peut agir, il peut rassembler autour de lui, mais seul, il ne peut rien. Un président de la République, seul, il peut beaucoup. Il peut décider des choses incroyables. Même Mitterrand, quand la bibliothèque, la grande bibliothèque à Georges-Anne dans son bureau, il y avait la maquette de la très grande bibliothèque. Je regarde ce truc-là, je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la maquette de la grande bibliothèque. Mais je me dis, c'est horrible. C'est horrible, comment c'est horrible, non? Vous voyez la symbolique des livres, il n'y a pas un livre qui ressemble à ces blocs, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, écoutez, de toute façon, vous n'êtes pas chargé de ça, vous n'avez pas été... Je dis, mais vous non plus. Comment? Il n'y a que Louis XIV qui décidait qu'on faisait Versailles, qu'on amenait de l'eau, mais pourquoi vous croyez que c'est vous qui allez choisir le bon modèle architectural et technique pour une bibliothèque? Au nom de quoi?